Bonjour et merci infiniment de recevoir chez vous en ce jour encore rencontrer sur un nouveau numéro l'émission qui passe les questions brûlantes de l'heure. Et ce jour encore, nous allons discuter de ce thème d'actualité, à savoir les menaces djihadistes. On en parle de plus en plus et les pays de la sous-région africaine sont touchés, les pays du Sahel, mais même nos voisins immédiats aussi en sont touchés. Le Togo est-il épargné? Quelles sont les mesures prises ou à prendre par les autorités togolaises pour endiguer le phénomène? Peut-on vraiment gagner cette lutte, dit-on, asymétrique? Qu'est-ce que cela veut dire? On en débattra tout à l'heure. Et pour parler justement de cette question des menaces djihadistes dans nos régions, dans notre région, eh bien, je reçois pour vous Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Tamran, présent ici sur mon plateau. Monsieur le ministre, merci de cette invitation. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. C'est cela. Alors, moi, général, je ne sais pas, question d'introduction. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ministre de la Sécurité quand il se lève le matin, quand il regarde la Sangalas? Quel est son plan du jour? Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ministre de la Sécurité? C'est un homme normal. Qui réfléchit beaucoup sur la protection de ses compatriotes, sur la protection de leurs biens, qui a à sa disposition des institutions qui sont chargées d'exécuter le programme de sécurité du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Votre téléphone sonne souvent? Bon, mon téléphone n'est jamais arrêté. Ils sont 24 sur 24. Pour des questions liées à la sécurité? Des questions liées à la sécurité, des questions, nous sommes à la disposition de nos compatriotes. Lorsque quelqu'un a des problèmes, il est en détresse, il vous appelle, vous êtes tenu de lui répondre. C'est vrai, nous avons mis à la disposition de nos compatriotes des numéros verts. Mais nous sommes du public. Beaucoup de nos concitoyens nous connaissent nos coordonnées téléphoniques et n'hésitent pas à appeler. Et lorsqu'ils appellent, on prend quand même soin de les écouter, de les orienter ou de leur trouver un élément de réponse. Absolument, il faut en trouver. C'est vrai que lorsqu'il y a des appels, il y a des moments où, par exemple, maintenant que je suis avec vous, le téléphone ne peut pas être sur moi. Je laisse ça avec l'escorte. Mais dès que je sors, je tente de répondre. Et rapidement, vous touchez vos services compétents en la matière pour gérer les dossiers pour lesquels vous avez été contacté. Oui. Je vous dis que nous avons au moins une réunion par semaine. C'est ça. Avec les directeurs généraux de la Cour de la gendarmerie, les directeurs de l'Octrib, de la DGDN et les autres chefs de service. Donc on fait le point hebdomadairement sur le plan sécuritaire dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est passé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir? Une décision. Ouais, et nous prenons des décisions. Alors, venons au thème qui nous intéresse ce matin, c'est la menace djihadiste. On en parle de plus en plus, tout autour de nous. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, est-ce que cette menace est réelle? Bon, c'est vrai, on en parle de plus en plus parce que nos voisins sont victimes. Elle est réelle, mais nous ne devons pas quand même en faire une psychose. La Sierra-Leone, depuis les années 90, a connu des guerres civiles qui ont permis la prolifération des armes. Tout récemment, avec le printemps arabe, ce qui s'est passé en Libye, ça a encore déversé beaucoup d'armements dans la sous-région. Et certains groupes qui étaient dormants se sont réveillés. Dans les pays voisins, aujourd'hui,
aujourd'hui, ces groupes essaient d'alimenter des affrontements intercommunautaires. Notre pays, est-ce que notre pays est à l'abri? Il dit oui ou non. Nous devons tous travailler pour préserver, pour mettre notre pays à l'abri de ces menaces. Il ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas de menaces, il y a des menaces, mais le gouvernement travaille tous les jours. Comment faire pour prévenir? Et dans le cadre de la prévention, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises depuis 2014. Alors, on parle de ces mesures. Alors, ce que je voudrais savoir, alors, comment jusque-là le Togo en est-il épargné? Parce que, vu nos frontières, quand le Togo en est-il épargné? Au nord du Bénin, on a vu ce qui s'est passé. Bon, quelqu'un a dit quelque part que Dieu est togolais. Il dit oui, mais nous devons continuer à travailler. Vous savez, en 2014, le président de la République a décidé la refondation des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi? C'est pour un meilleur maillage de notre territoire. Vous savez, quand deux malfaiteurs se retrouvent dans un coin, loin des regards, ils sont libres de mener leurs actions. Mais s'ils savent, dans un rayon de 5 km, ils risquent de croiser une unité de sécurité. Les gens font beaucoup attention. Ça les dissuade. Ça les dissuade. Donc depuis 2014, le chef de l'État, qui est en même temps le chef des armées, a décidé de la refondation des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, vous avez dans notre pays, en plus de ce qui existait, il y a de nouveaux régiments qui ont été créés. Au niveau des services de sécurité, vous avez beaucoup de brigades qui ont été créées, vous avez beaucoup de commissariats et de postes de police qui ont été créés, de façon à ce que notre pays vraiment soit bien quadrillé. Je peux vous dire que ça ne laisse pas le temps, ça ne laisse pas d'espace à qui que ce soit ou à un groupuscule d'individus de dire on va s'organiser pour faire ceci ou pour faire cela. Et en plus de cela, il faut, en tant que croyant, je peux vous dire dans un premier temps que Dieu est avec nous, mais aussi peut-être c'est dû au travail qui a été fait depuis 2014. Parce que le constat, c'est que lorsque il y a une portion du territoire qui n'est pas surveillée, où l'administration est absente, cette portion du territoire peut être un terrain de prédilection à toute organisation, on peut parler de terrorisme, mais toute organisation non officielle. Donc depuis 2014, le président de la République a décidé de la refondation des forces de défense. En quoi cela a consisté? Ça a consisté à voir sur notre territoire les endroits où il manque encore d'unités de défense et de sécurité, d'essayer d'installer. Ça a amené l'état-major général. Le président par décret a créé deux régions militaires, 2 régions de gendarmerie, 2 régions de police. Et ça, au sein de ces régions, nous avons également créé des régiments. À Sokolé, par exemple, ça n'existait pas. Aujourd'hui, vous avez le 25e régiment à Sokolé. À Mango, ça n'existait pas. Bon, là où ça existait, on a essayé de renforcer. Ça, c'est une des mesures. La deuxième mesure, au niveau des unités de sécurité, c'est-à-dire police-gendarmerie, nous avons essayé de créer beaucoup de brigades de gendarmerie, beaucoup de commissariats et de postes de police, de sorte à avoir un maillage beaucoup plus serré de notre territoire. Aujourd'hui, vous faites dans un rayon de 5 km, vous êtes obligé de croiser ou un policier ou un gendarme. Bon, pour ne pas parler des forces de défense. Ça, c'est le premier travail qui a été fait. Pourquoi on est toujours épargné? Je peux aussi vous dire, depuis le mois d'octobre 2018, avec ce qui se passe, parce qu'au départ, la menace était beaucoup plus au nord du Burkina, à la frontière avec le Mali. Mais depuis le mois d'août, la menace a changé géographiquement. Le Burkina a commencé par enregistrer des attaques au sud-est et à l'est, à peu près 50 km de chez nous. Lorsque les premières attaques ont eu lieu, l'état-major, bien sûr sur ordre du président de la République, a dû renforcer. Aujourd'hui, il y a une opération qui est en cours au niveau sur toute la frontière avec le Burkina, que nous avons baptisée Opération Kondiouaré.
des éléments ont été organiquement renforcés, matériellement renforcés. Et pour la petite histoire, c'est ces éléments qui, au mois de mars, ont pu intercepter certains djihadistes qui fuyaient le Burkina pour se réfugier chez nous. Donc, c'est du dissuadant. À partir du moment où le terrain est occupé, il est très difficile pour quiconque de s'installer, de développer et de commencer par poser des actes. Et tout récemment, pour peut-être mettre fin à votre question, le gouvernement, le 15 mai, a mis en place, a créé un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Ça va consister à faire quoi? Ça va consister à rapprocher beaucoup plus les forces de défense et de sécurité à nos populations. Il faut renforcer la proximité et surtout aussi commencer par étudier. Vous savez, comme je disais tantôt, souvent si les gens ne se querellent pas pour l'eau, ils peuvent se quereller pour la terre. Essayer de vivre avec eux, connaître ce qui peut être source de violence demain. Parce que c'est ça que certains exploitent pour opposer les communautés les unes contre les autres. Donc avec ce comité interministériel, je crois que le comité comprendra non seulement les forces de défense et de sécurité, la chefferie traditionnelle, les responsables religieux, pour que tout le monde se dise il y a un danger, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc vous avez identifié que ça peut aussi être un problème, ces conflits communautaires entre les communautés, liés peut-être aux questions d'héritage du terrain, ça peut aussi être source de ces conflits? Aujourd'hui, quand on parle des attaques au niveau du Burkina, c'est entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc, et parmi les djihadistes interpellés, beaucoup c'est des éleveurs. Je ne veux pas donner l'ethnie, mais c'est des gens qui ont toujours eu des problèmes pour la terre, qui ont toujours eu des problèmes pour l'eau avec les agriculteurs. Mais ça problème ne date pas d'aujourd'hui, monsieur le ministre. Pourquoi c'est maintenant... Aujourd'hui, les gens essaient d'instrumentaliser. Bon, vous avez été pendant longtemps martyrisé, il faut prendre votre revanche. Au niveau du Mali, vous avez, aujourd'hui, il y a un groupe qui défend le Massina, qui est une contrée où vous avez beaucoup d'éleveurs. Et ces éleveurs, vous les retrouvez dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, vous avez pu identifier ces groupes djihadistes terroristes, par exemple au Nigeria, on parle de Boko Haram, on parle dans Sardine, on parle de plusieurs groupes. Est-ce que vous les avez identifiés? Est-ce qu'il y a des poches de ces groupes? Vous savez, lorsque au mois de mars, les forces de défense du Burkina ont essayé de mener des opérations avec succès, donc les gens ont commencé par fuir. Et nous avons un organisme au niveau de la sous-région qui se retrouve au moins tous les mois, qui regroupe les responsables des services de renseignement et une fois par trimestre les ministres en charge de la sécurité. Donc pourquoi ce que nous appelons d'ailleurs initiative Dakar, c'est depuis 2017 que le président Ghané et le président du Togo ont pris cette initiative. La première réunion a eu lieu à Accra, c'est pour ça que nous parlons d'initiative Dakar. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'échanges d'informations. On n'a plus besoin de passer des heures et des heures pour communiquer, pour informer tel service, voilà, faites attention. Les services de renseignement travaillent entre eux. Ils sont obligés de travailler entre eux et ils le font. Et c'est ça qui a permis, lorsque les forces de défense au niveau du gouvernement ont commencé par avoir des succès, les gens ont commencé par fuir. Ils ont alerté les services togolais de faites beaucoup attention, vous risquez d'avoir des étrangers indésirables. Nous, le Togo ayant pris déjà des mesures depuis le mois d'octobre, les gens sont venus tomber dedans. Et les modes de communication, c'est les mêmes, mais est-ce que ces renseignements, quand vous les passez entre vous, l'entre service d'un État et un autre, est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse encore tomber dans les mains de ces djihadistes? Oui. Bon, je ne peux pas vous dire avec quel matériel. Quand quelqu'un est en détresse, quand il fuit, peut-être qu'il n'a pas le temps de prendre ce qu'il pouvait prendre. Lorsque, par câble, on dit, voilà, faites attention, à tel endroit, nos forces sont en train de mener des opérations, les mesures sont prises peut-être en aval, et le gars, il ne peut plus aller vers le nord, il est obligé d'aller là où il se dit, il peut aller se réfugier. Et la force G5 Sahel, le Togo en fait partie, n'est-ce pas? Non, le Togo ne fait pas partie du G5 Sahel. Vous savez, G5 Sahel, ça regroupe 5 pays. Le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina et la Mauritanie. Parce que vraiment le danger se trouve au niveau du Sahel.
Et cette initiative, appuyée par l'Union européenne et d'autres partenaires, c'était pour amener ces pays à mettre en commun leurs forces pour faire face aux dangers. Donc, pourquoi le Togo ne fait pas partie? Le Togo est un pays côtier, comme le Bénin d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Donc peut-être il y a des initiatives qui sont aussi prises pour ne pas seulement attendre que ça arrive. J'ai suivi il y a 48 heures les présidents Macky Sall et Ouattara qui disent aujourd'hui nous devons nous intéresser aussi au G5 Sahel. Mais quand on parle de guerre, que la guerre contre le djihadisme c'est une guerre asymétrique, qu'est-ce que ça veut dire? Une guerre asymétrique, habituellement quand on dit guerre, on voit deux armées. Deux armées conventionnelles qui s'affrontent. Aujourd'hui, on parle de guerre asymétrique, vous avez une armée et vous avez peut-être un groupe d'individus qui exploitent certaines faiblesses de l'armée pour marquer des points. Ça peut être une rébellion, ça peut être une guérilla, comme aujourd'hui ce que certains pays sont en train de vivre. C'est des gens insaisissables. Ils sont confondus à la population et ils attendent des occasions pour frapper. Donc, quand on parle de guerre asymétrique, vous avez une armée et une entité qui n'a pas les mêmes moyens, qui n'a pas le même effectif que l'armée, mais qui pose des actes qui marquent l'esprit. Et souvent bien équipé aussi trouve les moyens. Parce que vous savez, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'ils trouvent les moyens. Ce qu'on sait aujourd'hui, il y a les armes qui prolifèrent dans notre sous-région. Avec la crise libyenne, c'est tout un arsenal qui a été déversé. Les frontières sont poreuses. Aujourd'hui, nous avons des organisations qui encouragent la libre circulation des personnes et des biens. On nous dit de ne mettre plus les points de contrôle pour que quelqu'un qui quitte, peut-être Niamey, arrive à Lemay sans rencontrer de policiers. Si la personne est porteuse d'une arme, elle est obligée d'arriver à Lemay avec son arme sans être inquiétée. Donc c'est l'une des conséquences de la libre circulation des biens des personnes. Pas les conséquences, disons, c'est une des conséquences de la crise libyenne. Une des conséquences des conflits armés qui ont eu lieu en Afrique occidentale depuis les années 90. Il y a eu la guerre au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire tout récemment. C'est ça. Et donc on n'a pas pu, n'est-ce pas, avoir la situation exacte, n'est-ce pas, de ces armes en circulation. Non, on ne peut pas vous dire... Habituellement, ce sont les armées régulières qui possèdent les armes. Il y a eu des rébellions qui ont aussi été, je ne dirais pas mieux armées que certaines armées, mais qui ont eu du matériel. Et aujourd'hui, c'est difficile de contrôler ce matériel. Est-ce que c'est possible qu'on puisse parler de complicité parfois au sein de certaines organisations d'armée? Complicité, on ne peut pas exclure. On ne peut pas exclure. Il y a aussi, on vous parle de la communauté internationale. Il y a beaucoup de ces armes qui ne sont pas fabriquées en Afrique de l'Ouest. Ça vient d'ailleurs. Donc le problème est un peu complexe. Nous allons continuer par travailler pour protéger notre pays. C'est ça. Est-ce que c'est vrai qu'au Togo, il y a des zones plus dangereuses, rouges? On en a cette affaire est née il y a de cela peut-être un mois ou un mois et demi, lorsque deux Français ont été pris dans le Pendjari. C'est le ministre, c'est le Quai d'Orsay qui a sorti une carte. Voilà, cette partie du Togo est à éviter pour les Occidentaux, ce qui est normal. En tenant compte de ce qui s'est passé, les deux Français qui ont été enlevés au nord du Bénin, le ministre, c'est son devoir de donner des conseils aux ressortissants français qui vont peut-être s'aventurer. Aujourd'hui, chez nous ici, c'est la bande de 50C. Nos compatriotes vivent là-bas tranquillement. Peut-être c'est des mesures qu'il a données aux Français de faire beaucoup attention dans ces zones. Parce que même quand les deux Français qui ont été pris le 1er mai dans le Pendjari, quand le ministre a dit, il y a eu toute une polémique. Les gens ont dit non, ce n'était pas une zone interdite. Je crois qu'il peut le plus, peut le moins. À partir du moment où c'était orange, les gens sont allés, on les a pris. Il vaut mieux mettre ça en rouge pour que les gens évitent. C'est ça. Donc vous garantissez qu'il n'y a pas de ces zones aussi sensibles que ça chez vous? Ça, c'est une affaire, je ne dirais pas une affaire française. Eux conseillent à leurs ressortissants d'éviter cette zone. Nos compatriotes y vivent tranquillement.
Je vous ai dit, depuis le mois d'octobre, le Togo a pris des mesures pour renforcer la sécurité le long de cette frontière. On ne peut pas aujourd'hui demander à nos compatriotes qui sont à 5 quitter 5 parce que le Quai d'Orsay a défini la bande de 5 comme zone rouge. Les gens vivent tranquillement et ils vont à leur occupation. On a souvent fait cet amalgame entre djihadisme et islam. Est-ce que c'est une amalgame réelle qui est visible sur le terrain? C'est dommage que ceux qui se disent djihadistes souvent disent voilà. Par exemple, Boko Haram, on dit, le livre, c'est un péché. C'est ce que ça veut dire. Le livre, c'est un péché. Et lorsque il sort, il parle aux gens, il parle du premier responsable, il parle en arabe, il se dit, il défend l'islam dans le Coran, et ainsi de suite, que ce soit au nord du Mali, un peu partout. Ils en font croire que le djihadisme, c'est l'islam qui l'a prescrit. Je ne veux pas aller dans ces détails, mais je dis que ça n'a rien à voir avec l'islam. Est-ce que ça veut dire qu'il faut suivre peut-être de près ce mouvement-là? C'est normal, c'est normal. Vous savez, nous avons des ONG caritatives qui font beaucoup de réalisations sociales. Mais ça n'empêche pas aussi qu'on ait un œil là-dessus. Parce que demain, les gens peuvent exploiter ces ONG peut-être pour autre chose que ce pourquoi elles ont été créées. Alors, concrètement, que dire pour rassurer les Togolais en matière de mesures prises par le gouvernement et les capacités, les moyens dont justement le gouvernement dispose? Parce qu'on a vu ailleurs, même les pays les mieux nantis. Les moyens, je crois que nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants parce que avant qu'un groupe ne pose un acte, le groupe d'abord arrive sur le terrain. Si nos compatriotes ont ce réflexe, un étranger qui arrive, on ne sait pas d'où il est venu tout de suite, on le signale au chef village, au chef canton ou au commissariat du coin. Ça, c'est déjà une première mesure capitale. Donc, on associe la population à la population, je vous dis, on a besoin d'elle, on a besoin de son apport. C'est pour ça, d'ailleurs, parlant du comité interministériel qui a été créé le 15 mai, ça va beaucoup, c'est un comité qui va beaucoup travailler avec la population. D'abord, il faut voir c'est quoi le problème de cette population, qu'est-ce qu'elle veut. Et ensuite, demander en retour de contribuer à maintenir cette paix, cette sécurité que nous y sommes depuis des années. Et pour le faire, il faut absolument que les Togolais soient identifiés, c'est-à-dire avoir une pièce d'identité. Oui, aujourd'hui, vous êtes dans un village, je crois que nos compatriotes dans un village se connaissent. Lorsqu'un étranger arrive dans un village, le chef village doit pouvoir dire, ah, celui-là, c'est pas mon administré. Essayer de voir, il vient d'où, pourquoi il est là, et faire remonter l'information. Nous sommes dans un pays d'accueil, d'hospitalité, les gens. Oui, non, ça n'exclut pas qu'on sache quand même qui est venu comme étranger. On ne dit pas aux gens de renvoyer ceux qui arrivent, mais nous voulons savoir qui arrive. Si la personne arrive pour s'installer, elle arrive pour travailler. Elle peut venir travailler, mais pas avoir autre chose derrière la tête. Ça veut dire que vous avez une idée, ou bien en tout cas, est-ce que c'est facile d'identifier un djihadiste ou est-ce qu'il y a un prototype? Non, il n'y a pas de prototype. Ce n'est pas écrit sur le front djihadiste. Ce n'est pas écrit. Parfois, c'est le comportement de l'individu qui le dévisage. Quelqu'un qui arrive dans un milieu, il rassemble les jeunes, dit voilà, et ne respectez plus vos autorités, ne faites plus ça, n'acceptez jamais cette communauté, ceux qui ne font pas telle prière avec vous. Déjà ça se lit. Mais ce n'est pas écrit sur le front, il est djihadiste. Par son comportement, par le langage qui tient, par le comportement, on peut définir. On peut dire, voilà, avec les propos qui tiennent, nous devons faire beaucoup attention. Sans discriminer, sans stigmatiser. Sans stigmatiser, bien sûr. Si la personne arrive, il y a des gens qui arrivent, qui vont de village en village pour prêcher. Que ce soit l'évangélisation ou l'islam, les gens vont prêcher. Mais celui qui écoute aussi n'est pas quand même bête pour savoir si ce qu'il me dit, ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Alors, quand on cherche les raisons d'être de ces mouvements, il y a aussi la frustration sociale, il y a les ressentiments, il y a vous l'avez fait tout à l'heure, il y a des populations lésées qui justement exploitent
ce genre de choses pour... C'est pour ça que j'ai dit le comité interministériel arrive à point nommé. C'est pour aussi connaître les difficultés des populations. Ce qui peut être source de frustration, ce qui peut être source peut-être de découragement. Peut-être qu'ils sont là, ils n'ont pas de point d'eau. Ça, c'est un problème. À partir du moment où il y a un comité qui travaille régulièrement avec la population, où il y a l'administration, tout de suite, l'information remonte et à l'administration de prendre les mesures. Parce que ces gens, quand ils arrivent, c'est des promesses. Ah, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, nous allons, il suffit de nous suivre. Et les gens qui sont d'esprit faible, ils sont souvent embarqués. Oui, mais quand ces ONG arrivent, vous avez un droit de regard, sur eux, non, sur leur mouvement, sur leur activité, ce qu'ils font pour la population. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ils peuvent toujours passer par les mains du filet sans que vous ne sentiez au départ leur intention réelle. Je ne dis pas qu'il faut maintenant intensifier le contrôle, mais il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas une ONG qui se retrouve peut-être dans un coin du territoire qui pose des actes sans que l'administration ne soit au courant. Il faut que les bénéficiaires même fassent remonter l'information. Ah, il y a une ONG qui est venue, elle veut nous faire des forages, elle veut nous faire nous construire un centre de santé. On veut savoir si c'est un vrai centre de santé ou c'est un lieu d'endoctrinement. C'est ça. Alors, au-delà, il y a certains qui pensent que la lutte contre le terrorisme aussi, eh bien, réduit la liberté publique. Est-ce que c'est possible? Bon, il faut savoir faire le choix. On ne va pas réduire les libertés publiques, mais il y a des moments où il vaut mieux peut-être réduire la liberté publique et préserver la paix sociale. Aujourd'hui, si les gens disent « Ah, nous voulons manifester », comme il y a eu dans notre pays au mois de septembre 2017, où on a vu dans une de nos villes, où les gens, des manifestants armés de AK-47, on va dire c'est les libertés publiques, laissez-les manifester. Je crois aussi du devoir de l'administrateur et de l'autorité de dire non, vous n'avez pas besoin de ça pour manifester. Oui, peut-être que je ne vais pas revenir là-dessus, mais alors, est-ce que c'est vrai qu'il y avait cette histoire de dames? Il y a eu des témoins, il y a des gens qui ont témoigné. Ceux-là qui étaient porteurs ont été identifiés, nommément identifiés. Donc ce n'est pas une invention. Et finalement, ces armes ont été récupérées? Ces armes n'ont pas été récupérées. C'est un souci pour vous? C'est un vrai souci. Les gens disent que Mango a été militarisé, Sogoré militarisé. Je préfère qu'on ait des éléments des forces de défense et de sécurité dans la ville pour préserver la sécurité que de dire, bon, pour le respect des libertés publiques, on les met dans la caserne et demain courir derrière. C'est ça. Oui, ça pose aussi pour l'efficacité, n'est-ce pas, de gestion de ces crises, de ces problèmes sur le terrain. Oui, l'efficacité, vous savez, comme nous avons dit tout à l'heure, la sécurité doit être coproduite et par la population et les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, si la population ne coopère pas, ne collabore pas, il va être très difficile. On a su ceux qui étaient porteurs d'armes, c'est grâce à la population. Certains manifestants n'ont pas pu supporter. Et ils venaient pour manifester, ce qu'ils ont dit, ça dit non, ce n'est plus la manifestation. Donc je crois pour l'efficacité de nos actions, nous avons besoin souvent dans nos jargons de la partie saine de la population qui doit contribuer, contribuer à construire la sécurité. C'est ça. Au-delà, peut-être ce n'est pas tellement le sujet, mais il y a ce braquage aussi, je crois, à Lomé. Oui, bon, je sais que vous devez revenir là-dessus. Il y a quelques semaines, c'est vrai, les braquages à Lomé, eux aussi, à l'intérieur, c'est des actes qui sont posés par certains de nos compatriotes. La plupart, c'est des récidivistes. Des jeunes qui ont posé des actes, qui ont été déférés, et après, leur peine, là, ils sont obligés de les libérer. On ne peut pas les garder éternellement en prison. Mais quand ils sortent et ils ne s'amènent pas pour chercher autre chose à faire, la plupart retombent. Il y a eu des actions qui ont été menées par la police, la gendarmerie. Tous ceux qui ont été repris, tous c'est des repris de justice. Bon, on n'a pas encore les moyens, lorsque quelqu'un sort de prison, qu'on puisse le suivre
Mais au centimètre près pour savoir il fait quoi, il est où, on n'a pas ses moyens. Le gars il sort, il rentre en famille, il regarde, il n'a plus rien, 2 ou 3 jours, peut-être il croise 1 ou 2 de ses anciens camarades et il reprend. Et il trouve les armes au général. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest depuis les années 90. Il y a eu les guerres au Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et aujourd'hui avec ce qui se passe au Mali. Nous avons des frontières mais qui sont difficiles à tenir. On ne peut pas mettre un soldat ou un gendarme à chaque mètre de nos frontières. Il y a des endroits qui ne sont pas tenus. Il y a des endroits où ces malfaiteurs profitent pour passer. Et je n'exclus pas aussi des endroits tenus mais où certains camarades ne font pas bien le travail. Alors, revenons une fois encore au mouvement djihadiste. Vous dites que les mesures sont prises, vous êtes sur le qui-vive en alerte permanente sans semer la psychose dans la population. Bien sûr. Alors, comment concilier les deux? On peut dire à nos compatriotes, ce n'est pas la guerre, mais soyez vigilants. Soyez vigilants si vous êtes dans votre village, dans votre maison, faites beaucoup attention à quelque chose qui se passe autour de vous, que vous ne comprenez pas, faites-moi remonter l'information aux services spécialisés pour essayer d'exploiter. Je ne peux pas leur dire le djihadisme ne sortez plus de la maison, non. C'est ça. Alors, nous sommes en campagne électorale. Hein. Dans ces jours-ci, il y a la force de sécurité des élections. C'est-elle suffisant en nombre? Quelle est leur mission en réalité? C'est accompagner la CENI dans l'organisation des élections. Cette force s'occupe de la partie sécurité. Il faut assurer la sécurité et des candidats, des partis, des meetings, leurs caravanes, ainsi de suite. Et là encore, il y a une force, le jour du scrutin, être dans les bureaux de vote, intervenir sur les questions des responsables des bureaux de vote, pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Cette force, à elle seule, ne peut pas remplacer l'effort collectif. Peut-être que les acteurs politiques aussi disent que c'est un enjeu, mais en dehors de cet enjeu, nous avons besoin de vivre ensemble. Nous ne devons pas sortir des élections pour entrer dans la guerre ou sortir des élections pour rentrer dans des affrontements inutiles. Et ces acteurs politiques doivent savoir qu'est-ce qu'il faut dire à leurs militants. Encourager les militants à s'aimer. On est tous togolais et on va dire celui-là, lui, il est bon, c'est les mauvais et il ne faut pas accepter. Ça ne nous conduira à nulle part. Il y a eu des scènes hier, peut-être vous attendez je préfère vous dévancer, à se connaître. C'est pas bien. On peut ne pas aimer une personne, il faut laisser la personne circuler librement. Alors qu'est-ce qui est réellement passé? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Oui, il y a un responsable politique qui est en déplacement, il est arrivé à Sokodé. Il n'y a pas très longtemps, la personne arrivée à Sokodé, c'est des caravanes qui l'accueillent. Hier, on a constaté que les gens se sont mis à le huer, on ne veut plus de toi ici. C'est pas politicien, mais c'est pas démocratique. C'est ça. On doit éviter des choses comme ça. Ça vous interpelle? Bien sûr, parce que ça pouvait dégénérer. Est-ce qu'il n'a pas le droit de se retrouver à Sokodé? Et dans ce cas, quel est le rôle justement des forces les forces étaient là, ils ont essayé de calmer les gens. Et il a compris, il a continué sa route. Et c'est le message que vous apportez? Après une semaine de campagne, je peux vous dire que dans la SAM, ça se passe très bien. Ça, c'est une bonne chose pour nous. On va entrer dans la deuxième semaine, qui serait beaucoup plus... Nous sommes dans la deuxième semaine. C'est vrai, ça va être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus si offensif. C'est un peu trop fort. C'est la dernière ligne droite, comme on le dit. Tout le monde va chercher à mettre le paquet, mais qu'on le fasse dans un esprit apaisé. C'est une compétition à laquelle on va participer, mais pas participer avec du sang. Il faut que les responsables politiques disent à leurs militants ils peuvent s'embrasser au cours des caravanes, ils peuvent s'embrasser au cours des meetings. On en a vu, voilà. Donc pourquoi ne pas rééditer cela? On est capable de le faire.
et que le 30 juin, à la sortie des urnes, que chacun puisse rentrer chez lui et attendre les résultats. Et dire voilà, et au moins nous avons franchi encore une étape dans la construction de la démocratie dans notre pays. Vous avez des éléments assez suffisants parce que, comme vous le dites, hein, en dernière ligne, ça va être... On a des éléments avec 8000 hommes et femmes. C'est suffisant comme ce n'est pas suffisant. L'essentiel, c'est chaque Togolais doit se dire, même s'il n'y a pas un policier ou il n'y a pas un gendarme, je dois aller mettre mon bulletin dans l'urne, retourner, même si je vais assister au dépouillement, mais pas avec un esprit de vengeance, un esprit de violence. Donc nous demandons à chacun de nous de prendre conscience de l'enjeu. Il y a déjà autour de nous des zones troubles, il ne faut plus en créer d'autres. Et que ces élections se passent vraiment dans de très bonnes conditions pour notre pays. Est-ce qu'il y a des milieux plus suivis, plus à des localités beaucoup plus qui sont sous vos projecteurs? Nous, il n'y a pas de localité, on dit ici on met le paquet parce que non. Nous, on prend les mesures pour toute l'étendue du territoire. Parce qu'on va dire à tel endroit ils sont, non. Mais nos forces sont à même de réagir. S'il y a un groupe d'individus ou des gens qui veulent s'organiser pour perturber, on ne va pas quand même croiser les bras pour les laisser faire. Je crois que la majorité des Togolais souhaitent avoir des élections apaisées et nous devons nous en tenir à cela. C'est cela. Monsieur le ministre, merci d'être associé à cet entretien, justement sur la sécurité. On a fait un peu de va-et-vient, bâton rompu, sécurité intérieure, sécurité nationale et sécurité face au djihadisme. Votre mot de fin, que dire sur tous ces sujets, l'ensemble des sujets sécuritaires que nous avons traités très rapidement? Oui, le mot de fin, c'est d'abord remercier les Togolais pour leur compréhension, remercier nos compatriotes pour leur collaboration avec nos forces. Et je continue par leur dire que la sécurité doit être produite par tout le monde. Ceux qui le font, qu'ils continuent par le faire. Continuent par apporter aux forces de défense et de sécurité les bonnes informations, parce qu'il faut aussi éviter que les gens fassent de la délation, pour que vraiment nous puissions avoir un pays stable, un pays paisible. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais nous pouvons y arriver. Et je veux aussi parler un peu de la route. On parle souvent des cas de mort sur nos routes. C'est vrai, on peut mettre un policier ou un gendarme à chaque mètre, mais il dit c'est l'usager même qui doit faire un examen de conscience. J'ai un engin, je n'ai pas besoin de voir le policier avant de mettre mon casque. Je n'ai pas besoin de voir le policier ou le gendarme avant de mettre la ceinture de sécurité. La route est bonne, je dois modeler ma vitesse. Elle n'est pas bonne, je dois savoir aller. Nous avons besoin de tout le monde pour construire ce pays. De plus en plus, il y a des chiffres qui augmentent. Il y a des chiffres Bon, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de progrès, surtout avec les motocyclistes. Beaucoup essaient de porter le casque et ça a réduit sensiblement le nombre de morts de motocyclistes qui trouvent la mort au cours des chutes. Il n'y a pas chaque 5 millions on vous appelle, il y a un accident. Entre moto, véhicule. Mais avec le port de casque, je crois que ça réduit sensiblement le nombre de nos compatriotes qui perdent la vie. Et l'état de la route aussi. L'état de la route, des deux côtés. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons quand même des routes meilleures par rapport à il y a de cela 15-20 ans. Mais cela, c'est pas pour une raison de dire il faut qu'il y ait des accidents. J'ai dit tout à l'heure que c'est l'usager. Si la route est bonne, à lui de savoir la route est bonne, je dois contrôler ma vitesse. La route n'est pas bonne aussi, à lui de dire mais la route n'est pas, je dois aller doucement. Voilà. Merci. C'était donc le général Yack Damband, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui était notre invité. On a parlé de la menace terroriste et des questions sécuritaires internes. Monsieur le ministre, merci de cette invitation. Merci beaucoup et c'est avec plaisir. Et c'est que vous faites beaucoup pour nos compatriotes. Je voulais profiter de votre antenne pour vous demander de continuer par sensibiliser. Le terrorisme, c'est vrai, c'est un fléau qu'il faut combattre. Et les forces de défense et de sécurité, tout seul ne peuvent pas. On a besoin de l'apport de la population civile pour construire la sécurité, pour construire la paix dans notre pays. C'est ça.
Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce temps avec nous, votre temps précieux. Ça fait partie de mon travail. C'est ça. C'est la fin de ce numéro de rencontre. Les gens vous retrouvent samedi prochain pour un autre échange d'idées. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, je ne sais pas.